Aujourd'hui, plus personne ne veut faire des produits pourris, même dans l'administration. On connaît tous les grosses plantades des gros projets de l'État. Il y a eu des paumes 15 millions pour le plus petit jusqu'à 450 millions pour le plus gros, de travaux, de prestations intellectuelles qui ont été mises à la poubelle. Donc je pense que plus personne a envie de voir ça aujourd'hui. Et donc l'Agile participe de ça aussi. Je suis Hugues Renou et vous êtes dans GoNoGo, le podcast pour tout savoir des appels d'offres publics et des entreprises qui chaque jour gagnent des marchés. Club GoNoGo. Salut Max. Salut. Je suis hyper content de t'accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode de GoNoGo. Idem, très heureux d'être là. Merci d'avoir répondu présent. On va parler de Théodo, on va parler de pas mal de choses aujourd'hui, des marchés publics que tu connais très bien. Tu as été un de nos mentors sur le sujet, on reviendra dessus. Tu bosses pour Théodo GovTech. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que tu y fais ? Alors Théodo GovTech, c'est une filiale du groupe Théodo, spécialisée du développement de produits numériques pour le secteur public. Peut-être le groupe Théodo pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais, c'est un groupe tech qui réalise des produits numériques historiquement pour la French Tech et qui a pivoté il y a 4-5 ans sur les DSI des grandes organisations et dans le public en particulier. Et donc Théodo GovTech est né pour matérialiser au marché que c'était un positionnement stratégique qu'on voulait avoir, et donc on a créé une structure juridique qui porte ce nom-là, et dont je suis responsable avec une équipe aujourd'hui de 25 personnes. Ah énorme, vous êtes une boîte tech, vous répondez à des appels d'offres publics. Comment vous êtes organisé en interne ? Bon, écoute, assez classique, hein, on a une équipe dédiée au développement commercial qui est composée de moi, d'un head of sales, tous les deux plutôt en gestion de compte et en identification des opportunités de demain, donc très en anticipation. Et on a recruté ce début d'année un bid manager, donc c'est quelqu'un qui est en charge d'exécuter la réponse aux appels d'offres et de faire la rédaction, faire le pricing, enfin toutes les pièces qu'on a à remettre dans ce contexte-là, l'administratif y compris. Théodo a une particularité, est connu pour ça, c'est que c'est des personnes qui sont très adeptes d'une méthodologie particulière. Ouais. C'est vraiment votre code de conduite. La boîte Théodo, elle s'est vraiment construite autour d'un corpus méthodologique très fort, très puissant et qui permet, quand tu réunis une équipe de gens très forts et très compétents, de passer à l'échelle, quoi. Je dirais que là où on a de la valeur ajoutée, c'est sur les environnements hyper contraints, soit contraints sur le plan calendaire, soit contraints sur le plan des systèmes legacy auxquels on doit s'interconnecter. Il faut des sujets durs pour que ce soit intéressant de faire travailler. Ouais. Et le maître mot, c'est l'agile, le scrum. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est ? Je pense que c'est intéressant d'appeler les gens qui ne connaissent pas du tout l'agile. Ouais, dans les années 90, on construisait des logiciels comme on construisait des ponts ou des bâtiments, c'est-à-dire en écrivant toutes les spécifications, le cahier des charges de ce que devait être le produit qu'on allait livrer. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. On a tendance à essayer d'avoir des cycles de production qui sont hyper rapides, hyper courts, pour très vite mettre en production et apprendre de l'usage des utilisateurs sur ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, est-ce qu'on a pris la bonne orientation. Voilà. Donc c'est découper et livrer vite, le maître mot de ces méthodologies. Ok, et j'aime beaucoup l'idée on est efficace dans un environnement contraint. Je me souviens que pendant le Covid, la BPI avait fait appel à Théodo en partie, je crois, pour mettre en place toute une plateforme pour aider au dispositif d'aide, notamment le PGE. Le PGE en particulier, ouais, c'était... Il y avait une semaine où tu avais, je crois, une squad d'élite qui avait été choisie pour coder ça. J'avais trouvé ça génial. Ouais, effectivement, entre le jeudi soir, annonce du président Macron de la fermeture des commerces et du soutien indéfectible à l'économie française au travers du prêt garanti par l'État, on a dû mobiliser une équipe quasiment en 3-8 jusqu'au lundi matin pour pouvoir réceptionner les premiers dossiers de demande à 9h et respecter la commande politique. C'était un beau succès pour nous et on en est encore fiers pas mal d'années après. Pourquoi est-ce que l'acheteur public doit faire attention dans le choix de ce type de ses interlocuteurs ? On connaît tous les grosses plantades des gros projets de l'État. Là encore, je ne vais pas les citer, mais il y a eu des paumes entre 15 millions pour le plus petit jusqu'à 450 millions pour le plus gros de travaux, de prestations intellectuelles qui ont été mises à la poubelle. Donc je pense que plus personne n'a envie de voir ça aujourd'hui. Et donc l'Agile participe de ça aussi. C'est-à-dire aller très vite tester qu'on est sur la bonne voie et qu'on n'est pas en train de dépenser de l'argent pour rien. Je crois que même dans la réponse aux appels d'offres, vous êtes amené à utiliser des principes de l'Agile. Tu peux nous en parler un petit peu ? Ouais, on délivre des appels d'offres comme on délivre des projets. On s'organise de la même manière. Donc on utilise beaucoup ce qu'on appelle du management visuel, c'est-à-dire des outils pour observer le travail, observer où sont les problèmes dans l'exécution du travail, vérifier qu'on est bien à l'heure. Et donc on a au mur ce qu'on appelle un board, hein, c'est un ensemble d'indicateurs, un ensemble d'objets qui matérialisent le découpage du travail. Et on a un plan pour délivrer tout cet ensemble-là pour
le 27 juin à 12h00, puisque c'est exactement ce niveau de précision qu'on a sur les appels d'offres publics pour la remise, sachant qu'à 12h01, on a perdu. Et ça veut dire que tu vas avoir quoi? Tu vas découper un post-it sur ton board pour chaque partie de ton mémoire technique, pour Ouais, chaque on a, étape? on a tendance, on a tendance à découper en travail de taille homogène, Ouais. effectivement en post-it, chaque sous-ensemble qu'on a à livrer. Mais il n'y a pas que le mémoire technique qui est le cœur de notre travail, mais il y a aussi tout l'administratif, le pricing, parfois des éléments complémentaires aux mémoires techniques qu'on a envie de proposer à nos prospects. Et tout ça est visualisé sur un format A0 globalement au mur. Ok. Et comment vous allez le suivre? Est-ce que vous avez des rituels tous les jours? Vous vous mettez devant ce tableau? Ouais. Comment ça se passe? Encore une fois, comme sur nos projets, on a un daily Un pendant délit, lequel... tu peux nous expliquer ce que c'est? Bah, c'est une réunion de 15 minutes Ok. où chacun peut expliciter là où il en est et surtout là où il est bloqué pour faire des demandes d'aide, qui permet un niveau de partage dans toute l'équipe qui participe à la réponse à l'appel d'offres sur où on en est où est-ce que c'est dur. Et donc ça, c'est un des rituels qu'on a. On a un rituel un peu plus sur le fond où on se fait des relectures croisées à plusieurs pour s'assurer que quand une personne rédige une partie, elle rédige pas des choses qui sont contradictoires avec ce que rédige une autre personne sur une Ouais. autre partie, par exemple. Donc ça, c'est des moments où on se restitue du fond, on échange et on essaie de s'enrichir sur le contenu qu'on veut déployer. Et depuis que tu es arrivé il y a 2 ans, qu'est-ce qui a changé dans tout ce process? Bon, honnêtement, tout, parce qu'on s'est hyper professionnalisé. On a commencé il y a 2 ans sur ce marché du public. Et on est passé d'un modèle hyper amateur à un modèle beaucoup plus professionnalisé, industrialisé, pour nous permettre d'aller beaucoup plus vite sur la réalisation de ces réponses à appel d'offres qui sont, pour tout le monde, un peu consommateurs en temps. Ouais. Est-ce que tu arrives un petit peu à identifier combien de temps ça te prend de répondre à un marché? C'est hyper dur parce qu'un marché égale pas un marché, hein. Il y a vraiment l'investissement qu'on va y mettre dépend de beaucoup de choses. Ça va dépendre de la taille, évidemment. Ça va dépendre du travail qui est demandé. Parce qu'en fait, on est souvent très contraint par la commande publique sur ce qu'on a à produire pour un appel d'offres. Ça va aussi dépendre de comment nous, on est positionné sur la compétition. Si on est leader de la compétition, très attendu, ou au contraire très challenger, l'effort qu'on va y mettre n'est pas forcément le même. Et donc, du coup, c'est très variable. Mais je dirais, en jour homme, on investit entre 10 jours hommes et 40 jours hommes Ok, pour une réponse. pour une réponse. Et est-ce que tu as un ratio par rapport au nombre de jours hommes de la mission? Tu vois, un jour, j'ai parlé avec quelqu'un dans le conseil qui me disait on a X% qu'on s'autorise à mettre pour répondre. Est-ce que Ouais. tu calcules un peu comme ça, toi? Non, pas encore. Je dirais c'est un peu tôt pour nous sur le développement de l'activité. Aujourd'hui, on peut décider d'investir très fort pour simplement rentrer dans un écosystème. Ok. Je pense à un ministère, par exemple. Et même si le potentiel de gain n'est pas si phénoménal. Et vous avez une caractéristique, c'est que vous répondez souvent à plusieurs. Ouais, mais alors, je dirais que c'est une pratique très courante dans la tech pour le public. Comment ça s'explique? Bah, je pense que les gens préfèrent gagner à plusieurs que de perdre tout seul, quoi. Donc il y a un truc de ça concentre un peu la compétition et donc du coup ça fait moins de concurrents. Ça c'est une première bonne réponse. Les deuxièmes, c'est que les marchés deviennent à spectre très très large et du coup avoir toutes les compétences pour répondre à l'appel d'offres, c'est pas toujours évident. Et donc on va chercher des partenaires qui sont complémentaires de ce qu'on sait faire et ou qui ont une connaissance métier, qui sont pas sur la tech pour augmenter notre winnabilité sur le dossier. Et qu'est-ce que tu as pu observer comme évolution? Là, tu parles un peu d'une évolution des scopes de plus en plus large. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu as pu observer au cours des dernières années, depuis 2 ans? Les plateformes d'achat, les centrales d'achat, elles ont vraiment grossi. Elles Ok. sont beaucoup plus consommées. Je pense à l'UGAP, je pense à la Canut, je pense au Reza. C'est des centrales d'achat qui aujourd'hui sont hyper utilisées par les acteurs publics parce qu'elles évitent le montage d'un appel d'offres. Et du coup, on a appris aussi à travailler avec ces plateformes-là en étant nous-mêmes dans des consortiums, soit sous-traitants, soit co-traitants, pour avoir un accès facile à la commande publique et pour avoir des bons de commande pour travailler relativement rapidement. Attends, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que si tu n'es pas encore référencé dans ces centrales, tu peux quand même intervenir via ces centrales en étant référencé en étant en groupement avec un prestataire référencé? Oui, si le prestataire référencé n'a pas les compétences qu'a Théodo, Ouais. il a capacité sur de sollicitation de son client de nous appeler pour qu'on puisse travailler. Et donc, il fait ce qu'on appelle une déclaration de sous-traitance au moment où le besoin est apparu. Et du coup, ça nous permet d'intervenir, évidemment. La seule contrainte, c'est que on n'a pas le droit de sous-traiter 100% de la prestation
à un tiers. Et donc, du coup, il faut qu'il y ait une partie des travaux qui soit réalisée par le titulaire du marché. Ok. Et quand on est un peu comme vous, nouvel entrant sur le marché depuis 2 ans, alors le mot nouvel entrant, il n'est pas du tout péjoratif, il est au contraire très valorisé Ouais. parce que vous êtes 25 aujourd'hui. Comment tu fais pour choisir tes combats? Comment tu décides sur quel appel d'offres tu vas te positionner? Parce que tu as presque envie d'aller sur tout. Ouais, ça a hyper changé. Je suis passé de ce mode-là là, que tu décris en Ouais. 2024, où on s'est dit, bah, en fait, on a envie d'apprendre. Pour apprendre, il faut qu'on fasse des Tu kilomètres. réponds quoi. Et donc, on répond beaucoup. Et on répond à tous les dossiers où on pense qu'on peut apporter de la valeur, mais à tous les dossiers. 2025, on a un peu changé. On se focalise maintenant sur des dossiers où on pense qu'on a pas mal de chances de répondre, de gagner, parce qu'on est attendu, parce que on a un savoir-faire unique que le marché n'a pas, et on pense que ça peut être intéressant comme proposition, comme offre pour nos clients. Et donc, on est beaucoup plus sélectif. Et la notoriété ayant grandi entre 2024 et 2025, finalement, le travail est aussi intensif. On répond à autant d'appels d'offres, mais on répond beaucoup mieux. Est-ce que tu as un peu plus de visibilité sur la proba que tu vas avoir de gagner quand tu réponds à un marché? Non, parce que les cycles de prise de décision sur les marchés publics, c'est hyper long. Et en fait, c'est une décision qu'on a prise début 2025. Donc, on a complètement réorienté la manière dont on qualifiait les appels d'offres. Et aujourd'hui, il manque un peu de track record, hein. On est en juin. Pour l'instant, c'est très bon. On est sur très peu de dossiers. Et sur les dossiers en question, on a 4 dossiers sur 5 qu'on gagne. Énorme. Mais on a beaucoup en attente. Et ça va dire beaucoup de la statistique pour 2025. Tu dirais que c'est combien de temps à chaque fois? Il y a globalement, à partir du moment où le dossier est publié, on a 1 mois et demi à 3 mois pour répondre. Et derrière, on a 3 à 6 mois pour avoir une réponse. Ok. Et là, c'est vraiment l'attente, tu sais pas quand ça va tomber. Non, on n'a pas de communication, hein, bien sûr. Et comment t'apprends que t'as gagné un marché? Tu l'apprends de manière pas sympa. Tu l'apprends par un courrier. C'est hyper froid. Ok. C'est un mail, c'est un. Ouais, tu reçois une notification même de la plateforme sur laquelle tu as déposé ton dossier qui te dit avis de rejet ou Et là, vous avez avis un peu un d'attribution. rituel? Ouais, on crie déjà quand c'est l'année d'attribution, on est content. Ok. Hein. Ouais. Et après, on va célébrer avec une bière. Hein. On est très content. Parce qu'on parlait l'autre jour avec Céline de Fouchier qui me disait Ouais. on se met tous derrière l'écran et on ouvre le mail ensemble. Non, alors pour le coup, sur les plateformes que nous on utilise, on a dans l'objet du mail, Ah putain. on a déjà la réponse. Ok. La plupart du temps. Et en plus, ça arrive dans une boîte mail, dans toutes les boîtes mail de la boîte. Ok. Donc en fait, tout le monde reçoit le mail en même temps. Ok. Et évidemment, ça hurle. Ok. Alors, bon, écoute, on espère que ça va encore beaucoup plus hurler cet été alors. J'aimerais bien. C'est chouette. Peut-être un point, c'est que tu me dis que tu cibles mieux tes marchés. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de coût de ces marchés, c'est-à-dire en termes de montant? Sur quel type de montant tu te positionnes aujourd'hui? Tu as compris, c'est beaucoup d'efforts pour répondre aux appels d'offres. Donc on essaie de jouer sur des marchés relativement importants. Dans notre monde à nous, Théodo GovTech, c'est des marchés qui vont de 2,5 millions, 3 millions d'euros à 15 millions d'euros. Ok, par an. Par an, ouais. Non, sur 4 ans. Sur 4 Sur ans. 4 ans. Ok. C'est la plupart des marchés auxquels on répond, ils sont des accords cadres, Ouais. marchés à bon de commande et sur 4 années de durée. Et dans ce cas-là, ça veut dire à peu près combien de consultants vous allez mettre ou de personnes de Théodo? C'est difficile à dire parce que c'est rarement linéaire, mais globalement, tu fais la division. Hein. Tu as 218 jours ouvrés par an. Un TJ moyen, sur le marché, c'est entre 800 et 1000 euros, Ok. pour quel que soit tout niveau de seniorité confondu. Ouais. Et donc voilà, tu fais ta division et tu vois le nombre de TP qui vont travailler sur le dossier. On le mettra en sous-titre Ouais. dans l'épisode. Il fait trop chaud ce soir pour faire une division. En tout cas, merci beaucoup. Non, mais le ratio, du coup, quand je te dis ça, Ouais. c'est 1 million d'euros, c'est 5 ETP. Ok, ouais. Donc bonne ordre de grandeur, une Ouais. équipe qui va tourner Ouais. là-dessus. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a un marché que tu as déjà gagné qui te tient à cœur, dont tu es hyper fier et dont tu commences à voir un peu la réalisation? Ah bah oui, on vient de démarrer des travaux pour France Titres, qui est le nouveau nom pour l'ANTS, l'Agence nationale des titres sécurisés. Ok, alors ça me parle pas du tout ça. Ouais, je sais bien, et pourtant, tu les connais parce que Ok. c'est eux qui ont fait ton passeport et énorme. ta carte d'identité, donc tu les connais. Et on a été retenu pour 4 ans pour réaliser les évolutions de l'application mobile France Identité, dans laquelle tu vas avoir demain ton portefeuille de pièces d'identité. Donc aujourd'hui, la carte vitale, ta pièce d'identité bien sûr, ta carte d'identité bien sûr, ton permis de conduire, et depuis aujourd'hui, la carte grise. Énorme. Et ça veut dire qu'un jour, on aura dans cette application mobile peut-être ton passeport. Oui, tout à fait, exactement. Ouais. Et l'objectif, c'est de mettre en place un niveau d'interop européen où tu pourras présenter une pièce dématérialisée à un requérant espagnol ou polonais
qui te le demandera. Ouais. Super projet ça. Ouais. Et si tu refais un peu rétrospectivement la réponse à cet appel d'offres, qu'est-ce qui a été le plus compliqué? Bon, c'est une bonne question. Tout est un peu dur sur ce type de marché, hein. C'est gros, c'est très compétitif, parce que comme c'est visible, ça intéresse tout le monde. Je pense que c'est la partie pricing est un sujet dur, en particulier en ce moment, dans une ère où il y a beaucoup de compétition, où le marché a été très très difficile pour les boîtes de services là, sur les 2 dernières années, et où elles ont appris à shooter plus bas leur réponse aux appels d'offres. Et du coup, on s'est beaucoup torturé l'esprit sur savoir à quel niveau de prix on devait shooter, qui permet à la fois de garantir notre rentabilité et en même temps nous rendre sélectionnables au-delà de toute la qualité technique qu'on peut avoir. Parce que vous avez un gros truc, je me souviens, c'est que tu as un gros fichier de pricing et tu joues avec, tu modélises pour essayer de comprendre à quoi on va atterrir par rapport au BPU ou au DQE de l'acheteur. Ouais, bien sûr. Pour le coup, je pense que toutes les boîtes un peu sérieuses font ce travail, Ouais. mais de simuler à combien on va sortir en termes de notre prix par rapport à ce qu'on sait de la concurrence, du marché, une connaissance qu'on fait évoluer réponse après réponse, parce qu'on a appris que tel concurrent avait shooté à tel prix sur une offre donnée, etc. Donc on essaie de vraiment se projeter sur à quel point ça va être difficile pour nous de rentrer parce que le prix est trop élevé, et combien de points on doit récupérer sur le mémoire technique pour pouvoir compenser le fait qu'on soit plus cher que le marché. Ok, parce que Théodo est par nature, pour ceux qui nous écoutent, connu pour être un peu au-dessus du marché. Oui, on a un positionnement qui est un positionnement plutôt premium. Je te parlais de sujets difficiles tout à l'heure, qui sont les sujets sur lesquels on a envie d'aller. Et donc, évidemment, on a un positionnement prix jour qui est plus élevé, mais avec une qualité qui n'est pas la même. Et est-ce que vous avez une espèce de boucle de feedback, une feedback loop? Quand tu gagnes ou quand tu perds le marché, tu repars sur ton modèle pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que tes hypothèses étaient les bonnes? Ouais, alors on essaie d'apprendre, Ouais. mais rien d'automatique. C'est-à-dire, ce modèle-là, il est très ad hoc, marché par marché, parce que l'acheteur public est très ingénieux et donc propose des modèles très différents d'une fois sur l'autre. Et donc, on essaie systématiquement de prendre du feedback, d'apprendre de là où on était trop cher, là où on était mauvais sur une partie des unités d'œuvre du marché, et pour gagner. Et c'est marrant parce qu'on sent que tu as une approche qui est très enfin, avec une grosse méthodologie, c'est très structuré pour répondre à des marchés. Si demain tu parlais à des personnes qui répondent déjà à des marchés mais qui n'ont pas du tout cette méthode derrière, quelle serait la première chose que tu leur recommanderais de mettre en place? Très dur. Très dur parce que c'est un monde, c'est vraiment une discipline, hein. Ouais, il faut une rigueur. Ouais, faut de la rigueur, il faut comprendre comment ça marche. Enfin, toutes les jeunes entreprises qui se sont lancées sur les appels d'offres publics sans avoir d'experts de ce qu'est un marché, comment on y répond, la plupart du temps sont KO, même sur la forme de leur réponse. C'est-à-dire, elles shootent des prix à la journée alors qu'il faut faire une proposition forfaitaire sur un dispositif. Enfin, elles ont pas les réflexes en fait du public. Donc c'est compliqué. Mais je leur recommanderais de faire ce que nous on a fait, c'est-à-dire bouffer de la réponse, en faire beaucoup, se planter beaucoup, et aller chercher du feedback auprès de l'acheteur tout le temps. Il y a une question que tu poses à l'acheteur quand tu vas demander du feedback, en particulier? Oui, je demande toujours un entretien oral pour du débrief. Je l'ai quasiment jamais. Ok. Ouais, c'est dur. Mais à minima, on a le rapport d'appel d'offres qui donne tout le détail sur comment on a été évalué et pourquoi on a été évalué de cette manière-là. Et quand tu le lis, qu'est-ce que tu te dis? Elles sont des surprises? C'est assez cohérent? Quel est ton ressenti? Bon, c'est difficile. Pour être honnête, la plupart du temps, on a des réponses assez molles. L'analyse, elle ne nous permet pas vraiment de savoir où est-ce qu'on était bon, où est-ce qu'on était mauvais. Par contre, vous arrivez à chaque fois à avoir aussi bien la notification de rejet et le rapport d'analyse des offres. Ouais, Ok, ça c'est oui, cool. ça oui. Mais je pense que sur ce montant de marché, c'est quelque chose qui est plus facilement partagé Peut-être, spontanément. ouais. T'as l'air de dire que c'est pas le cas de toutes les boîtes. Non, pas du tout. Et en fait, on est Ouais. très surpris, nous, de voir le peu de boîtes qui vont récupérer ce rapport d'analyse des offres. Souvent parce qu'elles ne savent pas qu'il existe. Ouais. Et on pense que ça a beaucoup de valeur d'aller le chercher pour elles. Non, on le demande systématiquement et on l'a, je dirais, dans 80% des cas, on réussit à l'avoir. Et après, il est plus ou moins intéressant pour nous. Ouais, plus ou moins biffé, avec des passages qui peuvent être rayés pour garantir le secret des affaires. Oui, il est biffé pour ce qui concerne les concurrents, en fait. Ouais. Ouais. Par contre, tu as souvent la liste des concurrents. Oui. Et là, tu découvres un petit peu qui sont les autres. Ouais, qui a joué. Alors, sur notre secteur, on a quand même toujours les mêmes acteurs qu'on retrouve, hein, les mêmes copains. Parce que c'est ça qui est ouf, c'est que sur votre secteur, c'est quand même souvent les mêmes titulaires. Vous êtes quoi, une dizaine à jouer? Ouais, le marché, il est plus gros que ça.
Mais les gens qui gagnent, c'est vrai que c'est souvent les 8-10 mêmes grosses ESN de la place que tu connais, que je cite pas, et qui trustent 75-80% des budgets IT sur le service, c'est le budget qui nous intéresse nous. Et en fait, on sent bien qu'il y a un truc de... la sphère publique voudrait changer, voudrait avoir accès à des pépites, des plus petites boîtes, mais c'est très difficile finalement de sortir un gros ou d'avoir le courage de retenir un petit versus un gros, parce que on pourrait se le faire reprocher en fait. C'est-à-dire que jamais tu te fais taper sur les doigts si tu as recruté une de ces un historique, une de ces ESN, même si elle est défaillante. En revanche, si la petite boîte que tu as retenue, elle est défaillante, il va falloir que tu justifies un petit peu. Et c'est là où avoir, pour vous, réussi à vous faire une place là-dedans, c'est quand même assez remarquable en si peu de temps. Ouais, on est content. Alors d'abord, on n'est pas tout petit. Ouais. Théodo GovTech, c'est une petite boîte, mais on est adossé quand même à un groupe qui travaille sur les projets publics, qui est de taille relativement importante. Hein. On est plus de 700 aujourd'hui. Et la notoriété, elle se développe semaine après semaine, mois après mois. Et on est content, ouais, après 2 ans, ça y est, d'être lu avec attention quand on répond. On parle souvent de ces distinctions entre le privé et le public. Et donc, ce qu'on comprend, c'est que vous êtes un groupe qui est très privé au départ. Vous êtes lancé sur le public. Comment tu as été perçu en étant le premier dans la boîte à te mettre sur les appels d'offres publics et à te lancer là-dessus? Les gens étaient plutôt contents que j'arrive, parce qu'en fait, ça fait historiquement peut-être 4 ans que la boîte essaie de vraiment se développer sur le public et y arrivait pas trop. Donc que je vienne moi avec mon savoir-faire, ma compréhension, ma lecture de ce qui peut se faire, ce qui se joue pas sur ce marché-là, tout le monde était content. Et je pense même la réponse au gros RFP sur le privé, c'est finalement assez récent dans l'histoire du groupe Théodo. Je te dis, ça fait 7 ans, 5 à 7 ans qu'on a basculé sur ce monde des grosses corps. Et les gens ont appris finalement de la méthodo sur le public pour ces gros appels d'offres et ont décliné ça sur le privé. Et je dirais qu'on s'est professionnalisé finalement un peu au-delà du public dans tout le groupe. Donc ça a bien infusé dans le groupe. Ouais, j'ai l'impression. Il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'en fait, on se dit que le privé, tu as beaucoup plus de relations avec l'acheteur, tu peux avoir des discussions même pendant la période de remise à l'appel d'offres, ce qui n'est pas le cas pour le public. Et pour autant, tu dois faire passer un peu d'émotionnel pour te démarquer, montrer un petit peu ta fibre. Comment tu t'y prends là-dessus? Alors ça, c'est une petite magie qu'on a à opérer. C'est vrai qu'on est hyper contraint sur les marchés publics par ce qui s'appelle le cadre de réponse technique, qui est une espèce de plan imposé de ce qu'on doit produire pour l'acheteur. Ouais, et pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment toute la partie que tu dois mettre sur la partie commerciale. Détail de la méthodologie, présentation, c'est pas du tout sur les chiffres, c'est un plan pour la partie réponse. Exact. Ouais, ce qu'on appelle le mémoire technique. Ouais. Et hors ce cadre de réponse, on essaie de réfléchir à tout ce qu'on pourrait fournir au-delà du cadre de réponse qui est imposé et qu'on doit réussir, mais qui va apporter une touche d'émotionnel, tu l'as dit, hein, l'espèce de supplément d'âme qui va faire que l'acheteur se dit que peut-être il va tenter l'aventure avec nous, plus qu'avec quelqu'un qui a juste répondu scolairement à ce qu'est le cadre de réponse. Ça passe par des témoignages, des vidéos. Des vidéos. Ouais. En fait, moi, même encore aujourd'hui, après 15 ans dans les marchés publics, je m'interroge sur le fait que l'acheteur public nous demande si peu à nous rencontrer. On se marie sur des contrats qui durent 4 ans. Et je ne comprends pas comment on le fait sans avoir rencontré les personnes avec qui tu vas travailler pendant 4 ans. Marié au premier regard. Marié au premier regard, la mariée à aucun regard du tout. C'est hyper intéressant ce que tu me dis. Vous mettez parfois des vidéos dans la réponse à un mémoire technique, un appel d'offres. Oui. En fait, on a besoin de... très rarement, on va avoir l'opportunité de rencontrer nos futurs clients. Et on pense que c'est hyper important qu'ils puissent voir, parce qu'on va être mariés pendant 4 années, avec qui ils vont bosser, qui on est, notre ADN, et puis finalement la culture qu'on propage et qu'on va forcément un peu diffuser chez les clients pour qui on travaille. Donc en fait, on essaie un maximum de faire travailler les équipes. Parfois, on fait travailler aussi certains de nos clients pour apporter des témoignages sur ce qu'on est, la valeur qu'on déploie. Mais on ne fait pas que ça. On fait aussi ce qu'on appelle des extra miles. On va pouvoir faire des POC de produits numériques qu'on livre, des maquettes plus classiquement. Et on a des petites
des petits trucs à nous que je vais pas dire à ton micro, Bien sûr. qui ajoutent encore un petit peu à ce supplément d'âme dont je parlais tout à l'heure. La secret sauce. La secret sauce. Bravo. En tout cas, elles semblent payer. C'est marrant parce que, en fait, l'acheteur public te contraint dans ce qu'il attend, mais ne te limite pas dans ce que tu peux remettre. Ouais. Après, il n'a aucune obligation sur le plan réglementaire de regarder, lire tout ce qui n'est pas dans le cadre de réponse. Et en théorie, il n'a même pas à évaluer, à juger sur ces pièces-là. Donc c'est rarement des pièces de fond, c'est plutôt des pièces qui vont je dirais, faciliter son évaluation pour comprendre qui on est au-delà du cadre de réponse. Ok. Je trouve ça génial l'idée de la vidéo, un petit loom rapide. Ouais. C'est le petit outil pas très peu cher qui te permet de faire des vidéos quali. Ça peut être pas mal. Et il y a un point, c'est que justement, la commande publique a pas mal d'attentes sur tout ce qui va être les systèmes d'informatique. Qu'est-ce qu'il va attendre? Est-ce qu'il y a peut-être des trucs sur l'hébergement, sur la gestion des données? Sur quoi vous êtes attendu au tournant? Bah, un peu tout ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne ne veut faire des produits pourris, mais même dans l'administration. On en a tous trop souffert en tant que citoyen usager. Et donc, tout le monde veut faire des produits à l'état de l'art et essayer de mettre les produits publics au niveau de l'expérience qu'on a sur nos produits du quotidien qu'on utilise issus du privé. Donc, sur le niveau de qualité de l'expérience, le niveau de qualité technique, la capacité des produits à être opérés dans la durée, ça, c'est des éléments qui sont explicites maintenant dans les marchés. C'est-à-dire qu'on le lit et on le comprend des enjeux de transformation. Faire disparaître les legacy qu'on ne sait plus maintenir au profit de... Legacy, ça veut dire, pour ceux qui nous écoutent? C'est les applications historiques construites dans les années 90-2000 et qui tournent encore parce qu'elles remplissent leur fonction, mais qui font mal à tous les gens qui ont à s'en occuper. Ok, est-ce que vous créez rarement, en partant de zéro, vous devez souvent reprendre un héritage, le Non, faire vivre? ouais, la plupart du temps, on a ce qui s'appelle des refontes ou des migrations. On essaie de faire un produit à l'état de l'art et qui va remplacer un produit existant qui coûte très cher à opérer parce que sur des vieilles technologies devenues obsolètes, sur lesquelles il n'y a même plus de sachants pour faire évoluer le produit. Ok. Il y a un point quand on collabore avec l'État, c'est tout ce qui est la gestion des data, la souveraineté. Comment ça se passe pour vous? Bah, ça aussi, c'est maintenant très explicite dans les marchés la plupart du temps. On a une obligation à avoir des applicatifs et des données hébergées à minima sur le territoire français, mais la plupart du temps, quand on travaille pour les ministères, ils ont leurs propres infrastructures sur lesquelles on doit déployer. Ils ont monté des clouds privés sur lesquels on déploie. En tout cas, pour tous les applicatifs qu'on peut appeler cœur de métier ou critiques, c'est souvent le cas. Et pour des applicatifs plus connexes, plus légers en termes de criticité des données qui sont manipulées, on peut parfois aller sur des clouds publics. Et la contrainte qui est posée, c'est l'assertif Secnum, qui est un label donné par l'ANSSI, agence de sécurité, qui garantit que le cloud en question est souverain et c'est suffisamment sécurisé pour les données qui sont hébergées chez lui. Ok, ça c'est pour vraiment l'hébergement des données. Et Ouais. est-ce que pour tous les outils ou les technos que vous avez utilisés, vous êtes aussi contraint tu vois, nous par exemple, on sait qu'on a des outils qui parfois peuvent être hébergés à l'étranger, ça peut freiner. Alors c'est pas les data en elles-mêmes, mais c'est les outils qui vont être utilisés pour construire notre stack technique. Quand on pense à la sphère publique, on a envie qu'elle achète et utilise des produits qui sont des produits franco-français. Donc c'est une contrainte sur les devs en interne? Ça peut, mais en fait, déjà, on rejoint un client qui a son tooling, son setup d'outils, et en fait, on est souvent contraint de consommer ces outils-là, déjà, premièrement. Et quand on a la liberté de le faire, le seul engagement qu'on a, c'est que les données, elles sortent pas de l'écosystème du client. Le code en tant que tel, c'est pas très grave, et les outils qui permettent de faire tourner ce code-là, de le tester, de construire les artefacts à déployer sur les environnements, tout ça, si c'est pas franco-français, c'est pas très grave. Ok, d'accord. Donc il y a un bon sens qu'ils prennent quand même et on se focus sur la data Ouais. et pas sur tout la tuyauterie. Oui, exact. Et il y a un sujet quand on pense à data, tech, en ce moment, c'est l'IA. Alors on est tous les deux passionnés du sujet, je le sais, mais comment ça infuse dans la commande publique, l'IA? Eh bien, très peu. On a aujourd'hui, j'ai pas vu beaucoup d'appels d'offres qui parlaient IA tellement explicitement. En revanche, il y a pas mal de choses qui se passent sur les marchés existants, de bons de commande qui sont transmis pour tester des choses. Ok. Et les premiers cas d'usage qu'on voit sont hyper traditionnels de ce que permet l'IA. Hein. On a des comptes rendus automatiques de réunions générés automatiquement suite à une visio, par exemple. On a des chatbots, plusieurs, qui permettent d'interroger du réglementaire, du législatif et de le rendre intelligible à n'importe quel citoyen ou n'importe quel chef d'entreprise.
qui peut poser une question en bon français et avoir des réponses sur un corpus légal, législatif et réglementaire qui peut être imbitable si ce n'est pas le cas, si tu n'es pas expert. Et est-ce que tes interlocuteurs, par exemple, au sein des institutions, ils sont déjà à l'aise avec l'IA? Tu sens qu'ils utilisent déjà l'IA au quotidien? Non, je dirais que en milieu professionnel, on a des usages de l'IA qui sont même faits en sous-marin sur des outils pas toujours souverains. Ok. Et du coup, les administrations essaient de changer ça en construisant des outils maison basés sur des briques souveraines et de les déployer de manière à éviter ce qu'on appelle ce shadow IT, Ouais. c'est-à-dire cette IT qui est non déclarée mais dont les gens ont besoin pour avancer dans le monde dans lequel on est en fait. Et rester à la page. C'est ça. Et comment t'imagines ton métier de fournisseur de services IT pour l'État dans 15-20 ans? Bon, il sera radicalement différent. Il est déjà un peu radicalement différent. Les manières de produire du code aujourd'hui, elles ont vachement évolué. Ouais. Donc aujourd'hui, on n'a pas un développeur qui ne consomme pas ces outils-là pour accélérer son travail et se focaliser sur des éléments qui sont les éléments difficiles de la construction de l'architecture ou désendetter un produit ou tester une partie du code qui est vitale pour le produit numérique. Et on va même beaucoup plus loin, c'est qu'aujourd'hui, on a créé une méthodologie dans le groupe qui permet de faire des migrations automatiques d'un langage vers un autre pour justement régler tout ce problème de la migration et des refonds dont je te parlais tout à l'heure et sortir de logiciels complètement obsolètes sur des technos que plus personne ne sait manipuler. Il y a un sujet, c'est qu'on s'est connus il y a 2 ans. Et on s'est rencontrés de manière atypique parce qu'on commençait à découvrir, nous, ce qu'étaient des appels d'offres publics. On avait répondu à quelques marchés pour se faire la main. Et on t'a appelé en disant, OK, voilà ce qu'on fait. Comment ça se fait qu'à ce moment-là, tu t'es dit, OK, j'ai envie d'aider Johan et Hugues, j'ai envie de leur consacrer du temps. Et vous êtes devenus, tu vas le rencontrer par la suite, on a continué à collaborer ensemble. Je trouvais que c'était une bonne idée. Et donc j'ai cru dans l'outil. Et donc ça m'a intéressé de pouvoir vous accompagner sur le plan de la conception de ce produit-là. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a le plus marqué au début en termes de proposition de valeur? Ouais, c'était votre proposition de valeur, je dirais niveau zéro, qui était le fait de pouvoir agréger au sein d'un même outil des appels d'offres qui sont diffusés sur plein de plateformes différentes et de pouvoir tout retrouver hyper facilement et en particulier avoir accès aux pièces du marché en un clic plutôt que de s'inscrire sur toutes les plateformes pour retrouver les pièces en question. Donc ça, c'est le premier truc qui m'a séduit parce que c'est un cadeau dans la chaussure qu'on a historiquement sur les marchés publics. Ouais. Et c'est vrai que depuis le tout début, vous avez été hyper disponible et hyper aidant. Alors je me souviens qu'Alphonse a été notre premier utilisateur, on l'appelle l'utilisateur 0, il a encore son prénom sur les maquettes Figma, aujourd'hui encore des nouvelles maquettes. Toi, tu étais toujours dispo quand on voulait changer la roadmap par SMS. Aujourd'hui, quel rôle a Tango dans votre équipe? Alors aujourd'hui, il est très concentré sur tout le flux d'analyse des appels d'offres, Ouais. de la phase pour nous de sourcing, d'identification de ce que le marché propose, à la réponse et à la notification d'attribution ou de rejet. Et il organise la manière dont on interagit entre nous dans l'équipe en regardant ce qu'est notre pipe en fait à toutes les étapes et en prenant des décisions sur ce qu'on a à faire sur chacun de ces dossiers. Ok. Ça, c'est les étapes actuelles. Ouais. Puis il y en a une nouvelle qu'on est en train d'écrire ensemble sur la partie réponse et on a hâte de vous onboarder dessus. Chouette. Il y a, peut-être pour terminer, il y a 2 choses qui me viennent en tête. La semaine prochaine, on va recevoir Julien Blanco, qui est en charge des appels d'offres publics chez Edenred. Qu'est-ce que tu as comme question pour lui? Edenred, intéressant. Je dirais, il y a Edenred a fait partie de ces acteurs qui ont été challengés beaucoup il y a 10 ans sur ce qu'on a appelé l'ubérisation massive. Je serais hyper intéressé de savoir 10 ans plus tard le constat de cette période-là. Est-ce qu'ils pensent qu'ils ont bougé assez tôt sur leur stratégie de défense par rapport aux nouveaux acteurs? Et je serais intéressé par savoir quel a été le rôle finalement de la commande publique, des marchés publics dans cette stratégie de défense. Ah ok, très bien. C'est une bonne question, surtout qu'on sait qu'il y a aussi d'autres acteurs Ouais. qui ont ubérisé, qui sont en lien avec la commande publique, donc on va creuser. Et la question qu'on aime bien poser pour terminer, c'est est-ce que tu as un mantra dans ta vie professionnelle? Un mantra? Ouais. Peut-être celui de Solon, un des 7 sages de la Grèce antique. C'est un beau teaser déjà. Ouais, je dirais qui disait rien de trop. Donc c'est très lean comme concept, c'est pas de gaspillage, rien qui ne serve à 100% quoi.
Super, donc vérifier qu'en fait, on ne garde que ce qui est essentiel et on retire le superflu, ou en tout cas, on tente de le rendre plus pertinent. Hugues, rien de trop. Génial. Eh bien, écoutez, on dira rien de trop aujourd'hui. En tout cas, vraiment, merci Max d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui malgré cette chaleur dans ces studios. C'était hyper intéressant cet échange avec toi et à très vite. Un plaisir, salut.